Bonjour tout le monde. Je voudrais aborder une question d'actualité importante. Il y a beaucoup de managers qui en ce moment gèrent des équipes qui sont en sous-effectif et qui se demandent voilà, quelle stratégie adopter par rapport à cette situation. Il y a des difficultés de recrutement, le marché de l'emploi est plutôt encore dynamique et tendu dans beaucoup de domaines. Alors, bon, voilà, je vais essayer de vous communiquer un certain nombre de pistes. Entendu, la meilleure piste, c'est quand même de faire en sorte que l'entreprise fasse ce qu'il faut pour le recrutement. On est d'accord. En attendant, il faut bien retrouver un peu de marge de manœuvre parce que sinon, on indiquerait au manager que quelque part, il est complètement impuissant dans ce contexte-là. Et c'est une difficulté parce que d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'il n'a aucun contrôle. Je vous dis ça parce qu'il y a des DRH ou des dirigeants qui se disent on peut pas faire grand-chose là-dedans et donc ils ne vont pas forcément apporter de soutien, ne serait-ce qu'en coaching ou en conseil aux managers par rapport à ces questions-là. C'est faux. Ces stratégies, je les ai testées sur le terrain avec les managers et elles fonctionnent. La première, c'est de communiquer, échanger avec votre équipe sur la situation. Le risque, ça serait de paraître complètement distancié. Ça renforcerait l'idée que voilà, c'est rien pour vous et finalement, ça pourrait être considéré comme un manque de considération par rapport à leur vécu. Alors souvent, on me dit, oui, c'est déjà un peu tendu, je n'ose pas organiser une réunion collective. Vous pouvez très bien faire une sorte de petite tournée où vous avez un entretien rapide de 20-30 minutes pour échanger avec chacun. Vous pouvez le faire en visio, par téléphone ou en face à face. Face à face, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'il y a plein d'informations qui vont passer à ce moment-là. C'est important. On peut avoir la tentation d'être dans l'évitement parce qu'on est mal à l'aise, ça crée tout un tas d'émotions négatives et donc on va finalement éviter le sujet. C'est un peu le double effet qui se coule. En faisant ça, on fait en sorte que l'équipe puisse encore plus se sentir non reconnue dans ce qu'elle vit. Deuxième point, c'est identifier avec l'équipe ce qu'ils peuvent contrôler. Beaucoup de choses qu'on peut contrôler même dans une situation de surcharge finalement. Par exemple, l'allongement du délai, le niveau de qualité, l'automatisation de certaines tâches ou leur externalisation. Est-ce qu'il y a des ressources extérieures qui sont possibles? Finalement, ça permet de se questionner sur les vrais cibles de votre valeur ajoutée d'équipe, les besoins essentiels non négociables de vos clients. Donc, ça peut générer une discussion extrêmement intéressante autour du travail bien fait dans ce contexte dégradé pour voir finalement ce qui peut être automatisé ou pas, ce qui peut être externalisé. Vous pouvez le faire avec des post-it, avec une matrice et avec une discussion collective. Ça fonctionne très, très bien. La plupart du temps, les équipes, elles sont prises par l'action et elles ne prennent pas beaucoup de recul sur ces questions-là. Finalement, c'est aussi une opportunité de se poser ces questions qui sont assez centrales. Il faut le faire avec les équipes, pas quelque chose où vous questionnez tout seul. C'est descendant, ça serait très malvenu, ça poserait des difficultés après de tensions sociales avec votre équipe. Troisième conseil, définir une stratégie, je dirais même politique, d'alerte sur la situation, parce qu'on peut ne pas avoir conscience de la gravité de la situation dans l'entreprise au niveau des décisionnaires. Donc, il faut avoir une vraie stratégie d'influence par rapport à ces décisionnaires, avec une stratégie où vous êtes clair sur c'est qui les acteurs les plus à même de faire bouger la situation, qu'est-ce qui pourrait les faire bouger, et votre discours, c'est quoi les effets de la situation, les causes centrales, les 3 ou 4 propositions proactives de solutions que vous pouvez faire. Absolument pas arriver préparé dans ce type d'exercice. Il faut avoir un pitch, c'est-à-dire une espèce de communication rapide où vous pouvez décrire la situation, les solutions. C'est important d'arriver avec des options parce qu'un décisionnaire, il est souvent en fatigue décisionnelle, surtout dans le contexte actuel. Si vous dites, bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Un, vous montrez que vous êtes passif, et puis deux, vous le forcez à lui-même trouver des solutions, ce qui est très coûteux en termes intellectuels et donc de charge mentale par rapport au sujet. Ce qui compte, c'est d'avoir 3-4 options et que lui, il puisse faire son job, c'est-à-dire de prendre une décision. Qui peut vous aider à atteindre ces décisionnaires si vous n'arrivez pas à les atteindre, ou vous aider à affiner votre discours. Voilà, c'est important de se dire, je ne dois pas être forcément tout seul par rapport à cette question, et je peux me faire aider. C'est un véritable exercice qui n'est pas beaucoup travaillé chez le manager. Ils doivent aussi manager notamment un peu le système matriciel, où ce n'est pas facile de faire en sorte qu'il y ait un alignement de ressources par rapport aux demandes. Et le manager peut aussi avoir sa marge de manœuvre par rapport à cette situation. Quatrième conseil ou axe de travail, c'est la question de votre exemplarité, de travailler votre exemplarité. Pour donner un sens juste à la situation, qu'est-ce que je dois faire pour démontrer ce que je demande aux autres de faire? Par exemple, si je leur demande d'être moins perfectionniste, comment moi je le démontre? Si je leur demande d'être plus proactif par rapport à la situation ou de savoir dire non, comment moi je le démontre? Donc forcément, ça va vous questionner sur à la fois cette matière qui est souvent un peu floue, qui est quel type de comportement on doit atteindre au niveau de l'équipe dans ce contexte, et à la fois, qu'est-ce que ça veut dire sur mon propre comportement et du coup sur mon propre chemin de développement. Question très intéressante, celle de l'exemplarité. J'ai fait une vidéo, vous pouvez regarder sur ma chaîne aussi sur ces questions-là. C'est un outil d'influence essentiel et un outil de développement personnel également très important, notamment quand on veut à un moment donné être sur une trajectoire de direction. Cinquième conseil, si possible, augmentez la convivialité lorsque vous avez l'occasion d'avoir votre équipe en présentiel, parce qu'effectivement, avoir un stock d'émotions positives, ça fait du bien de partager des moments voilà, sympas, conviviaux. Tous les gens qui ont été en surcharge ou dans des situations un peu dégradées, qui étaient un peu en mode start-up avec la pizza autour du bureau, et ils se rappellent aussi de ces moments-là comme des bons moments parce qu'on a partagé un peu la galère en commun et en même temps, ça restait convivial. Quelque part, ça nous oblige à sortir un peu de nos rôles et de nos comportements un peu convenus pour quelque chose d'un peu plus authentique. Ça fait groupe aussi la difficulté. Donc, c'est aussi une opportunité finalement de créer de la relation, de la maintenir. Bien sûr, ça peut être une source de tension, hein, mais c'est aussi une source de cohésion d'équipe. Si on peut utiliser, même si on est en surcharge de fait de sous-effectifs, prendre des temps pour de la convivialité. Un petit déjeuner, une balade ensemble pour prendre l'air 10 minutes, voilà, un petit jeu, faire en sorte qu'il y ait ces émotions positives qui, en plus, nourrissent le cerveau dans sa capacité à pouvoir être plus créatif et dans le bien-être. Sixième possibilité, c'est très important d'être vigilant et d'accompagner vos collaborateurs sur la santé psychologique et d'en parler avec elles dès que vous sentez qu'il peut y avoir une situation de burn-in. Le burn-in, c'est le stade avant le burn-out où généralement on voit qu'il y a des effets, la personne peut faire un premier arrêt. Elle est fatiguée, elle communique plus négativement qu'avant, elle s'isole, elle a des changements physiques importants, par exemple une prise ou une perte de poids excessive, des boutons, vous voyez que les cheveux ça gratte, enfin, il y a des phénomènes au niveau du corps qui se sont mobilisés. C'est important de pouvoir en parler parce que quelque part, c'est comme si quand quelqu'un va pas bien et que l'environnement ne lui dit rien, c'est comme si on lui disait tu n'existes pas, ça ne peut que amplifier le mal-être. Implicitement, les personnes s'attendent en fait à ce qu'on vienne les voir pour en parler. Le corps, c'est un système de communication dans son comportement et il indique quelque chose à l'environnement. Utilisez le système de soutien psychologique qu'il y a dans votre entreprise. La plupart des entreprises, notamment depuis le Covid, elles utilisent des lignes téléphoniques de soutien psy, alors avec des qualités qui sont pas toujours égales. Il y a beaucoup de psy parce que notamment c'est basé un peu sur des coûts malheureusement.
juniors, mais quand même, ça reste des professionnels. Ils peuvent vous conseiller aussi sur comment accompagner la situation, ils peuvent prendre en charge la personne. Utilisez un maximum ce type de situation. Renseignez-vous auprès des RH, du médecin du travail. Ne restez pas seul par rapport à ces situations. Soyez proactif sur la santé psychologique des personnes. C'est essentiel, y compris sur la vôtre. Pourquoi pas, dans cette situation-là, utiliser justement le système de soutien psychologique de votre entreprise aussi pour vous faire accompagner par rapport à votre vécu et votre burn-out, qui peut être d'ailleurs un peu une boussole pour faire attention à vous et vous dire, tiens, tu as vraiment atteint une zone très, très rouge. Et puis, ça rejoint un peu le 7e et dernier point. N'oubliez pas que vous êtes super. Sincèrement, vous gérez au mieux cette situation et vous pouvez aussi avoir de la compassion pour vous et vos efforts, quels que soient les résultats. Vous êtes dans une situation dégradée et je le vois bien, la part des managers, ils ont à cœur de bien faire leur métier, de prendre en charge leurs collaborateurs, même si à la fin de la journée, oui, votre to-do list n'est pas terminée, n'oubliez pas qu'elle a avancé. N'oubliez pas que aussi, vous avez des besoins physiologiques, psychologiques, que vous avez des limites. Les super-héros, ça n'existe pas. Les héros, un peu plus. Vous êtes peut-être dans cette dernière catégorie. Voilà quelques conseils. J'espère que ça vous sera utile. À bientôt sur une nouvelle vidéo.